tout est sale. Les murs, le banc sur lequel vous êtes assis ou assise. À côté, ça hurle. Impossible de se fermer les oreilles au vacarme et les narines à l'odeur de sueur, de sang et d'autres choses indéfinissables qui maculent la cellule. En garde à vue, l'issue est presque toujours la même. Un policier vous posera des questions sur un ton impérieux après vous avoir extrait de la cellule. Vous prendra vos empreintes, votre ADN, de force même si vous résistez. Et parfois non, on vous jettera dehors au bout d'un jour ou deux, sans autre forme de procès et surtout sans aucune poursuite judiciaire. Qui aujourd'hui n'a jamais entendu parler de la garde à vue ? Mesure extrêmement décriée à son instauration en 1957, autant par certains avocats que par la gauche, elle est aujourd'hui connue de toutes et tous et complètement banalisée. Chaque année, près d'une personne sur 100 vivra une garde à vue. Une pratique policière ancienne mais légale seulement depuis 1957. Et dont l'histoire révèle que c'est d'abord une affaire de domination policière. Épisode 7, la garde à vue, une peine policière. J'ai le shérif. Les balances, faut les barrer. Banlieue bien préparée. Y'a que des fous qui sont à quelle porte du périph'. Faut que la garde lave la vérif. J'emmerde l'OPJ, le shérif. Les balances, faut les barrer. Banlieue bien préparée. Y'a que des fous qui sont à quelle porte du périph'. Faut que la garde lave la vérif. J'emmerde l'OPJ, le shérif. Les balances, faut les barrer. Banlieue bien préparée. Avant 1957, ce moment policier de la procédure pénale n'existait pas aux yeux du droit. Si la police pouvait priver des personnes de liberté et les conduire devant un magistrat, l'interrogatoire policier ne faisait pas partie de la procédure en tant que telle. C'est sur la durée de 24 heures de privation de liberté, sur la légalité de l'interrogatoire policier, et puis simplement sur le rôle de la police dans la procédure que doivent légiférer les députés en 1957. Dans la France de l'après-guerre, permettre à la police nationale, rappelons-le, créée sous Vichy, de contraindre et d'interroger des personnes, ça ne va pas de soi. Et pourtant, les années 50 sont également celles de la lutte d'indépendance en Algérie. Face à la République française, un peuple, un nouvel ennemi, une nouvelle résistance se dresse, les armes à la main et les âmes éprises de liberté. Le mot Algérie n'est jamais prononcé, de même que le mot indépendance. Oscar est militant et juriste, et il a étudié les débats parlementaires de l'époque. Mais en fait, c'est ça. C'est en fait la nécessité de mater une rébellion qui intervient sur un territoire administré par la France. Et que pour mater, en fait, on a besoin de dispositions légales qui permettent à la police française d'arrêter arbitrairement, d'interroger pendant des dizaines d'heures d'affilée, sans pouvoir être inquiété par une telle chose que la légalité. Lors des débats de 1957, le principe même de la garde à vue n'est plus vraiment remis en question. Il s'agit, pour le législateur, de justifier la mesure par des garanties offertes aux personnes gardées à vue. Du côté de l'opposition, on ne s'oppose plus frontalement, on tente simplement de négocier. La légalisation de la garde à vue n'a eu aucun autre effet que de légitimer ce moment policier de la procédure pénale qui était si vivement critiqué pendant tout le XXe siècle. Sur la question, Maurice Garçon, avocat et académicien, écrivait de la garde à vue qu'elle était une brèche dont il ne fallait pas que l'on s'étonne qu'elle s'élargisse. Il disait d'elle qu'elle était la consécration de la détention arbitraire, un retour à la procédure inquisitoriale avec ce qu'elle comporte de plus répréhensible. Pour lui, l'introduction de la possibilité de voir un médecin pour le garder à vue n'était pas là pour empêcher les violences, mais plutôt pour les anticiper, car l'on savait pertinemment qu'elles auraient lieu. Entre 1957 et aujourd'hui, malgré les critiques envers la violence de la police, l'arbitraire des arrestations et l'atteinte à la présomption d'innocence, la garde à vue a été très peu remise en question. La loi du 14 avril 2011, elle est extrêmement importante puisqu'elle introduit le droit à avoir un avocat pendant l'audition. Et pendant ces temps d'audition, il n'y avait pas d'avocat avant. Et l'idée de remettre un avocat, c'est de privilégier
un petit peu plus la défense du gardé à vue pour lui faire connaître ses droits et lui permettre de, par exemple, de ne pas s'auto-incriminer. Il y a une grande nouveauté, c'est le fait de rappeler au gardé à vue qu'il a le droit de garder le silence et l'avocat est chargé de faire en sorte que ce droit est respecté, de faire en sorte que si son client, le gardé à vue, ne souhaite pas parler, il puisse effectivement ne pas parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 2011, il n'y a plus rien. C'est comme si tout le monde s'était un peu satisfait de l'état actuel de la garde à vue, alors même que, comme je disais au début, on retrouve quasiment les mêmes critiques que lorsque ces garanties n'existaient pas. C'est-à-dire que l'intervention de l'avocat en garde à vue, du médecin, du droit au silence, n'a absolument pas fait arrêter les critiques relatives aux violences, aux détentions arbitraires et aux arrestations arbitraires en garde à vue. Le Code de procédure pénale vous dit qu'une personne ne peut être mise en garde à vue que s'il existe plusieurs raisons plausibles de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine de prison. Ce contrôle du motif, il est uniquement formel. C'est-à-dire que le policier, il n'a qu'à simplement vous mettre qu'il pense que vous avez volé quelque chose, qui est un délit puni d'une peine de prison, et à ce moment-là, il pourra vous mettre en garde à vue. Et si cette garde à vue n'aboutit à rien, vous n'aurez-vous aucun moyen de contester cette garde à vue, puisque comme il n'y a pas eu de déferment, comme vous n'avez pas été présenté à un juge, vous n'avez pas de moyen légal de la contester. Vous donnez un pouvoir aux policiers d'emprisonner quelqu'un pendant 48 heures sans aucun contrôle. Et ça, c'est assez exceptionnel et c'est extrêmement condamnable, en tout cas pour un avocat de la défense. Pour le droit, la garde à vue, c'est quoi ? C'est un acte de procédure qui vise à une enquête plus tard, qui vise à ce que la personne, après son interrogatoire, après sa garde à vue, elle va voir un procureur, elle va voir un juge et éventuellement elle va être condamnée. Le droit n'envisage pas la garde à vue en tant que telle, en tant qu'acte isolé de privation de la liberté d'une personne pour une raison X ou Y. Et donc, c'est la situation actuelle, à mon sens, c'est qu'on a effectivement un droit qui prend en compte la garde à vue comme une étape de la procédure pénale et non comme une mesure policière en tant que telle de privation de liberté. Mais alors, comment la police se sert-elle de ce droit à interroger et à priver de liberté ? Si j'essaye de faire l'exercice de mettre dans la tête d'un policier, la garde à vue, ça sert à faire parler. Anna Rajbenbach, avocate au barreau de Paris. L'objectif, je pense, d'un policier au stade de la garde à vue, c'est de faire reconnaître à la personne qui a été placée en garde à vue qu'elle a commis une infraction. Donc tout l'enjeu au stade de la garde à vue, c'est cette espèce de bataille entre le « je vais te faire parler » et le « moi je vais garder le silence ». Un des autres objectifs que l'on peut constater, notamment dans le cadre des mouvements sociaux sur le placement en garde à vue, c'est d'empêcher les personnes de manifester. On a très souvent des personnes qui se font contrôler aux abords des manifestations ou alors qui se font interpeller pendant les manifestations dans le cadre d'une NAS qui, même si elle a été interdite, continue à exister. Et là, c'est simplement vider la rue de ces manifestants, manifestantes. La garde à vue, elle sert également à faire peur parce que des personnes peuvent se dire j'aimerais aller manifester mais bon j'ai bien vu que la dernière manif il y a eu énormément de garde à vue et moi je ne suis pas prête à me retrouver en garde à vue. Donc dans ce cadre de mouvements sociaux, la garde à vue elle sert à vider les rues, à faire peur et après à obtenir éventuellement des aveux, à faire parler les manifestants, manifestantes. Comment se fait-il que la police ait acquis un tel pouvoir et une telle emprise sur la population ? Réponse, avec le philosophe Michel Foucault, la justice est au service de la police. Nous sommes en 1977 sur Antenne 2. À quoi servent-ils ? À quoi ils servent ? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. Bon, le grand événement qui s'est passé au cours du XVIIIe siècle, on croit toujours que c'est la réforme judiciaire, l'acquisition des libertés, etc. Il s'est passé au XVIIIe siècle quelque chose d'important, une invention pour laquelle on ne fait pas suffisamment mérite à ses inventeurs, il se trouve que c'est des Français. C'est la police. La police est une invention, la forme moderne est une invention du XVIIIe siècle et de la monarchie administrative. Et en fait, la police a été
depuis le XVIIIe siècle, une espèce de formidable instance de régulation sociale, de surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens, une instance non pas tellement de justice que de normalisation. Il ne s'agissait pas tellement de faire appliquer la loi que d'obtenir un comportement normal, conforme des individus. Et ça, c'est la police qui l'a fait. La police l'a fait dans les interstices d'un pouvoir judiciaire qui finalement était lâche, discontinu, inattentif, etc. Bon, et je crois que c'est cette fonction policière, dont on dit toujours qu'elle doit être subordonnée à la police, qui est au fond le vrai socle sur lequel fonctionne actuellement la justice. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. J'en dis que lorsque l'on voit dans des mesures de garde à vue que des avocates essayent d'appeler le procureur de la République pour dénoncer une procédure qui ne serait pas respectée, par exemple, alors que ce dernier est censé contrôler tout au long de la garde à vue son bon déroulement et que on ne nous répond pas. Alors oui, je pense que cette phrase de Foucault que la police et la justice sont au service finalement l'une de l'autre, évidemment qu'elle est toujours d'actualité. Le 10 avril dernier, une nouvelle réforme de la garde à vue a été permise, dans un certain silence, via une loi d'adaptation du droit français au droit européen. Celle-ci ne permet théoriquement plus à l'officier de police judiciaire, l'OPJ, d'auditionner une personne gardée à vue sans un avocat si elle a fait valoir son droit. Comme tout texte juridique, le diable est dans les détails. Donc vous avez un principe d'interdiction d'audition sans l'avocat, peu importe qu'il ait été prévenu ou pas. Donc ça, c'est une avancée par rapport à la loi antérieure. En revanche, vous avez quand même toujours des exceptions dans le texte qui permettent à l'officier de police judiciaire, sur autorisation ou non du procureur selon les cas, de faire des auditions sans que l'avocat soit présent. Néanmoins, la différence avec le texte antérieur, c'est que ces exceptions, elles sont limitativement énumérées et qu'il y aura un contrôle juridictionnel dessus. C'est-à-dire que si le gardé à vue, il est ensuite déféré, il va devant un tribunal, l'avocat du gardé à vue pourra faire valoir ou non que les exceptions étaient justifiées ou n'étaient pas justifiées. Et si elles n'étaient pas justifiées, il y aura une nullité de la garde à vue, donc une nullité des PV, et donc ça sera des pièces qui seront écartées des débats. Donc en ça, vous avez quand même un principe qui est consacré par la loi, qui est le principe pas d'audition sans avocat, avec des exceptions, mais qui doivent rester des exceptions. Une réforme applicable au 1er juillet 2024. Dans cette loi, il y a une faille, qui est bien souvent toujours une faille d'origine humaine, qui est le gardé à vue lui-même. Le gardé à vue, il subit pendant ces 24 à 48 heures énormément de pression. Pour certains, c'est des chocs traumatiques énormes. Vous êtes dans des cellules qui sentent mauvais, avec des déjections, dans une ambiance quasi carcérale, avec de la violence, des cris, des insultes. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de sortir. La première fois que vous voyez votre client, votre gardé à vue, il vous dit « Quand est-ce que je sors, maître ?» Il peut renoncer à son droit à l'avocat. C'est-à-dire qu'il peut très bien signer dans le PV et dire « Je renonce à mon droit à l'avocat ». Et pourquoi il le ferait ? Il le fait parce qu'en général, le policier qui l'interroge lui dit « Si tu renonces à un avocat, tu pourras sortir plus vite de garde à vue ». Et donc vous avez toujours cette pression sur l'humain, sur le gardé à vue, pour faire en sorte qu'il ne faille pas valoir ses droits. Pourquoi ? Toujours la même chose, parce que plus un individu fait valoir ses droits, plus c'est problématique pour la personne qui le poursuit, parce que le policier ne pourra pas se permettre tout ce qui se permet quand il n'y a pas d'avocat. La meilleure attitude adoptée en garde à vue. Il y a souvent des conseils qui sont donnés dans notamment le cadre de mouvements sociaux sur comment se comporter en garde à vue. Et les conseils, si on devait en retenir que quelques-uns, c'est de garder le silence. Idéalement d'avoir peut-être le nom d'un avocat, d'une avocate proche des organisations de défense collective et de garder en tête que on essaye de se défendre de manière collective, donc on évite de donner des noms par exemple, et ça passe par le fait notamment de tout simplement garder le silence. Je pense qu'il faut réussir
garder son calme et se dire que cette mesure potentiellement arbitraire a une fin et qu'à la fin, on pourra correctement se défendre. Si aujourd'hui la garde à vue est une banalité pour nombre d'entre nous, comme l'est la police, la prison ou les tribunaux, il est bon de garder à l'esprit que ce n'a pas toujours été comme ça, et que les institutions du pouvoir ne sont pas immuables ou naturelles, mais historiques. Si vous avez aimé ce podcast, ou que vous l'avez trouvé utile, partagez-le et aidez-nous à le faire connaître, en mettant un commentaire dans vos applis de podcast, dont les algorithmes ne sont pas pressés de mettre en avant nos contenus. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce 7e épisode de Rien à déclarer, un podcast original écrit et produit par Pierre-Louis Collin, avec la voix de Violette Voldoir et réalisé par Arthur Faraldi.